Hello! Alors, ok, donc on va attendre un petit peu pour voir si on a des participants qui arrivent. Ok, j'attends un petit peu. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Caroline. Ok, donc dites-moi si le son est bon. Ouais, ça va très bien. Super pour le son. Ok, génial. Très bien. Eh ben, on va commencer. Du coup, donc, pour rappel, on est toujours en même temps, donc en direct sur Zoom, Facebook et Instagram. Alors c'est pour ça que quand sur le live Instagram, je n'ai pas encore trouvé une solution et je regarde pas toujours l'écran parce que je suis voilà, j'ai deux écrans. Donc je vais essayer d'alterner de temps en temps, regarder l'écran Instagram et de temps en temps Facebook. Ok, donc le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est comment savoir si on est fait l'un pour l'autre. Grande question. Alors, c'est une question importante parce que au début d'une relation de couple, il y a un moment de grâce, un moment un peu particulier, qui est que, voilà, au tout début de la relation de couple, généralement, les choses se passent hyper bien, quoi. On est tous les deux dans un moment un peu... voilà, c'est comme si les problèmes n'existent plus, enfin voilà. Et voilà. Le problème, c'est que cet état de grâce, il ne dure pas longtemps. Enfin voilà, il dure plus ou moins longtemps, mais voilà. Alors peut-être qu'il y a certains couples, ça ne s'arrête pas. Mais moi, j'ai pas expérimenté ça. Il y a toujours un moment où on se heurte à des réalités, des choses, des situations un peu difficiles que le couple doit affronter. Donc la question, c'est de savoir comment trouver la bonne personne. Donc là, c'est une question un petit peu clé, enfin, il me semble clé. J'ai pris quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de l'étendue du problème sur la relation de couple. Donc, en moyenne, on évalue à environ 120 000 divorces. Enfin, on évalue qu'il y a à peu près 120 000 divorces par an sur le territoire français. Donc, chaque année, 120 000 divorces, dont 90 000 devant un juge. Et donc, en fait, si on regarde un peu statistiquement ce que ça représente sur le nombre de couples, ça veut dire qu'il y a 46% des mariages qui se terminent par un divorce. Okay, donc 46, c'est quasiment la moitié, quoi, quasiment un mariage sur deux. Il semblerait donc que un couple sur deux, un mariage sur deux, y ait une erreur de casting. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors, peut-être qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte, hein. Peut-être que ce n'est pas toujours une erreur de casting. On verra d'ailleurs dans un prochain webinaire, peut-être pas ce mois-ci, mais enfin, voilà, un moment où on abordera qu'est-ce qui fait que, comment faire pour que le couple dure, comment faire pour qu'on reste ensemble, même au travers des difficultés. Mais en tout cas, il y a une forte proportion des divorces. Okay, il faut savoir aussi qu'on constate depuis plusieurs années une baisse du nombre des mariages. Ça, c'est notamment dû au fait qu'en France, il existe un nouveau type de contrat
pour les couples, qui s'appelle le Pax. Et voilà, il y a des gens qui préfèrent se paxer plutôt que se marier. Et ensuite, une nuance intéressante, c'est que il y a plus de divorces dans les grandes villes. Paris est en tête, hein, mais voilà, dans les grandes villes comme Marseille, Nice, Montpellier ou Lille, il y a un taux de divorce, une explosion du divorce qui est plus importante. Okay. Voilà, donc ça, bon, voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y a ce point-là qui est comment choisir la bonne personne dès le départ pour éviter des années plus tard de divorcer. C'est long, c'est coûteux, enfin, ça crée plein de problèmes. Enfin bref, voilà, le divorce, c'est pas, enfin, je l'ai pas vécu, hein, mais pour l'avoir observé autour de moi, c'est pas une situation agréable, enviable, et puis voilà, puis on a l'impression qu'on a perdu du temps. Enfin bref. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui fait, comment on peut savoir comment choisir la bonne personne. Okay, c'est le sujet. Comment savoir si on est fait l'un pour l'autre. Vous pourrez vous amuser à aller voir ce qui se trouve sur Internet quand vous tapez comment savoir si on est fait l'un pour l'autre. Donc il y a des choses rigolotes, amusantes hein, qui ressortent. Est-ce que c'est vraiment pratique? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pratique. En tout cas, là, ce que je voudrais vous transmettre, comme dans chaque webinaire, c'est de manière technique des points faciles à observer et des choses faciles à mettre en œuvre pour que vous sachiez rapidement si avec une personne, ça peut coller. Donc, avant, on va faire avant de passer à ces éléments pratiques très concrets, on va revoir un petit peu en détail et bien comprendre ce qu'est le sentiment amoureux. Alors, j'en ai déjà parlé dans un autre webinaire sur comment surmonter une rupture. Là, on va regarder un petit peu un autre aspect. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que on a, nous, êtres humains, des impulsions, des motivations qui nous animent. Okay, et on a des forces qui nous poussent. Et en fait, ces forces, elles se décomposent en 8 parties. D'accord? C'est ce qu'on appelle les dynamiques. Et donc, comme elles sont au nombre de 8, ce sont les 8 dynamiques. Alors, elles sont décrites dans ce livre qui s'appelle « Une nouvelle optique sur la vie ». Donc, voilà, il y a un chapitre sur les 8 dynamiques qui dit la chose suivante. Si l'on considère la confusion que représente la vie ou l'existence pour la plupart des gens, on découvre qu'il existe 8 divisions principales. On peut dire qu'il y a dans la vie 8 impulsions et leurs forces. Okay, on les appelle les dynamiques. Ok, la première impulsion, je vais parcourir rapidement ces 8 dynamiques, mais il y en a une qui va nous intéresser particulièrement. Donc la première impulsion, c'est l'impulsion à exister individuellement. Donc c'est-à-dire, c'est ce que on fait en tant qu'individu, c'est ce qu'on fait pour soi. Toutes les choses qu'on fait pour soi, pour se faire plaisir, aller courir, faire du sport, manger un bon plat, etc. Toutes les choses qu'on fait, mais ou un projet personnel qui nous plaît. Voilà, ça va être la première dynamique, ce qu'on appelle la dynamique du soi. La deuxième dynamique, c'est l'impulsion à exister en tant qu'activité sexuelle. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser particulièrement. Et elle est liée à la relation de couple et puis après aux enfants qui vont naître de ce couple. Donc c'est la dynamique du sexe, c'est la deuxième. La troisième, c'est les groupes, l'impulsion à exister au sein de groupes d'individus. Donc c'est la dimension sociale, dimension sociable. Donc le fait qu'on a un club de sport, le fait qu'on fait partie d'une entreprise, le fait qu'on a un groupe d'amis, tout ça, ça fait partie de la troisième dynamique.
Ensuite, il y a l'impulsion à exister en tant qu'espèce humaine, donc l'humanité. Et on se sent proche d'un être humain, même s'il se trouve à l'autre bout du monde, même s'il y a un conflit qui se passe à l'autre bout du monde, quelque part on se sent toujours touché parce qu'on sent qu'on fait partie d'une même humanité. Donc ça, c'est la quatrième dynamique. La cinquième dynamique, c'est les formes de vie. Donc les animaux, les plantes, toutes les formes de vie. Et c'est ce qui fait que nous, on se sent aussi parfois, on se sent un devoir de protéger ces formes de vie, de les préserver. Ça c'est la cinquième dynamique. Sixième dynamique, c'est l'univers physique. Donc la matière, l'énergie, l'espace, le temps, tout ce qui compose l'univers physique. C'est la sixième dynamique, c'est l'impulsion, sixième impulsion. La septième dynamique, c'est l'impulsion existant en tant qu'être spirituel. Donc c'est tout ce qui a à voir avec la religion, la spiritualité, l'art aussi se trouve là-dedans. La huitième, c'est l'impulsion à exister en tant qu'infini, et elle concerne la divinité et la façon dont on la conçoit. Donc voilà, quel que soit le nom qu'on donne à un être suprême, ou si on le considère juste comme l'infini, voilà, ça va être la huitième dynamique. Okay, donc il y a 8 dynamiques, de la première à la huitième, et on voit que la deuxième dynamique, l'activité sexuelle, et le couple qui va s'unir autour de ça, c'est une des impulsions fondamentales de la vie. C'est comme ça, on a cette impulsion qui fait qu'on va trouver quelqu'un qui nous plaît particulièrement, avec qui on va avoir une relation qu'on n'aura avec aucune autre personne, qui est une relation de couple. Okay, la deuxième dynamique. Très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Okay, donc, on a cette impulsion. Elle existe. Et le problème, c'est que si je prends, donc toujours dans le même livre, Une nouvelle optique sur la vie, le mariage, il dit la chose suivante, c'est qu'il dit, en premier lieu, les hommes et les femmes ne font jamais assez attention sur qui ils se précipitent pour se marier. En l'absence de toute connaissance sur la névrose et la psychose, sans critères pour évaluer les aptitudes à bien faire la cuisine ou à bien gagner sa vie, le seul facteur qui reste pour choisir un partenaire est cette chose délicate, trompeuse et pas toujours facile à identifier, appelée l'amour. Et c'est trop attendre d'une société se situant au-dessus du niveau des fourmis qu'elle ait totalement le sens des réalités au sujet d'une institution aussi impraticable que le mariage. Bon. Bien entendu, il y a un ton humoristique là. Mais l'idée, c'est que souvent, la chose sur laquelle on se base pour une relation de couple, la chose sur laquelle on s'appuie, c'est l'amour. C'est le fait, ouais, mais je suis amoureux. Sauf que parfois, on tombe amoureux de la personne dont on ne devrait pas tomber amoureuse. C'est tout le sujet du webinaire. Parce que voilà, si on pouvait se fier complètement à l'amour, ce serait hyper simple. La question serait, est-ce que vous sentez de l'amour pour lui ou pas, ou est-ce que vous sentez de l'amour pour elle ou pas? Et puis, si c'est oui, ok, fin de l'histoire, pas besoin de faire un webinaire, pas besoin de se préoccuper de savoir si on est fait pour cette personne ou pas. Le problème, c'est que l'amour est trompeur. 1. 2. L'amour est changeant. C'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un et puis des mois après, des semaines après, des années après, ne plus éprouver d'amour pour cette personne. Et réciproquement, une personne, elle peut éprouver de l'amour pour quelqu'un, pour vous, et à un moment, elle n'éprouve plus d'amour pour vous. Et c'est une source de tragédie, hein, c'est une source de drame, parce que s'il y a un qui continue d'être amoureux et l'autre qui ne l'est plus, ça fait mal, quoi. C'est le problème. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mieux poser des bonnes bases, poser des bases dès le début, des bases solides pour savoir si on est fait l'un pour l'autre. Okay, et les choses dont je vais parler ne reposent pas sur le sentiment amoureux. Okay, donc voilà, on va y venir.
Mais on va regarder un petit peu plus en détail le sentiment amoureux avant de savoir, mais comment on fait pour savoir, du coup, si on ne peut pas se fonder sur l'amour qu'on éprouve, sur quoi on se base. On se base sur autre chose. Ok, donc on va regarder un petit peu le fait qu'on a cette impulsion vers un autre être, l'impulsion, l'envie de se mettre en couple. Alors, c'est décrit, si je ne me trompe pas, page 361. Non, c'est pas page 361, page 371, pardon, de ce livre, qui s'appelle « La dianétique, la puissance de la pensée sur le corps ». Et donc, page 371, on parle de l'amour. Ok ? Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ça. Et en fait, dans ce passage, il explique qu'il y a 3 formes d'amour. Okay, donc, on va regarder en détail les 3 formes d'amour. Et on va voir que effectivement, exactement, Caroline, l'amour ne suffit pas. C'est tout à fait juste. Ok, donc, on a découvert qu'il existe 3 formes d'amour entre un homme et une femme. La première forme d'amour correspond à la loi de l'affinité, et c'est l'affection que l'être humain éprouve pour son semblable. Okay, donc, il y a une première forme d'amour qui est de l'affection, qui est un degré d'affection. Okay, c'est de l'affection qu'on pourrait éprouver d'ailleurs pour une autre personne, hein, pour un ami ou pour... voilà. Donc c'est un degré d'affection qui peut être plus ou moins important, mais voilà, c'est simplement de l'affection. Alors je vais regarder s'il y a une définition d'affection, parce que je n'ai pas pensé en préparant qu'on pourrait peut-être définir ça, mais ça peut être intéressant. Alors je regarde s'il y a... Non, ce n'est pas la bonne définition. Alors, on va regarder la définition d'affection. Donc, c'est le sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse, qui nous porte à vouloir son bien-être, son bonheur, amitié ou amour non passionnel. Donc, il n'y a pas la dimension passion. Ok, c'est pas Roméo et Juliette, quoi. Ok, on n'est pas dans voilà, le déchaînement des passions, etc. C'est de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'attachement, et on souhaite, on souhaite le bien-être ou le bonheur de la personne pour qui on a de l'affection. Okay, donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme est la sélection sexuelle. C'est le fait de trouver quelqu'un séduisant physiquement. D'accord ? Donc là, on rentre plus dans l'aspect, la dimension sexuelle de la deuxième dynamique, qui est que bah, voilà, quelqu'un nous plaît physiquement. Okay, tout simplement, voilà, ça nous correspond, quoi. Ok ? Voilà, il n'y a pas spécialement de choses à dire plus à dire là-dessus. Et il y a une troisième forme d'amour. Et c'est cette troisième forme d'amour sur laquelle il faut particulièrement faire attention, parce que c'est ce qu'on appelle l'amour compulsif. Donc parfois, on aime quelqu'un et on ne peut pas s'empêcher de l'aimer, même si on sent que c'est nuisible pour soi. C'est-à-dire qu'on sent qu'on ne devrait pas aimer cette personne. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, de compulsif. Okay, et donc ça, c'est engendré par les aberrations. Les aberrations,
c'est le fait de se détourner de la conduite rationnelle, survie, enfin, qui apporte du positif, quoi. Donc, aberration, voilà, c'est le fait de dévier ou de s'écarter de la rationalité. Donc, voilà, on va trouver les psychoses, les névroses, voilà quoi. Donc, ça vient. Alors, c'est tout le sujet de la dianétique, donc je ne vais pas détailler ça parce que ça prendrait trop de temps. Mais les aberrations, elles sont liées aux expériences douloureuses du passé, en fait, qu'on accumule. Et ces expériences douloureuses, elles, elles, elles créent des schémas de comportement chez nous qui font qu'ensuite on adopte des attitudes qui sont illogiques, irrationnelles, mais on n'arrive pas à agir autrement. On est comme des marionnettes face à certaines émotions, face à certaines situations. On se comporte d'une certaine manière. D'accord ? Et parmi ces comportements, ces schémas de comportement, on a l'amour compulsif. Okay ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une personne et on se sent comme... Voilà, il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, on se sent poussé vers elle. Et là, on peut rencontrer peut-être du coup l'aspect l'amour passionnel, quoi. Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Donc, alors, je sais que ça fait des très beaux drames, ça fait des très belles pièces de théâtre, mais ce n'est pas euh, l'élément sur lequel on peut construire une relation solide, un amour passionnel. Donc, surtout, en fait, le problème, c'est qu'il y a une part que les personnes elles-mêmes ne contrôlent pas, parce qu'en plus, l'amour compulsif peut être aussi bien plus présent chez un que être présent chez les deux personnes. Du coup, ils s'aiment, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'aimer, mais ils peuvent avoir des comportements destructifs l'un vis-à-vis de l'autre. Comme ils se sentent obligés d'aimer l'autre, bah, c'est un peu comme s'ils sont prisonniers d'une relation euh, qui est en fait basée sur le fait qu'il y a quelque chose chez l'autre qui rappelle une expérience douloureuse et nous, on rappelle quelque chose chez l'autre et il y a quelque chose comme quoi on a l'impression qu'on doit s'accrocher à cette personne pour s'en sortir, mais voilà, c'est compulsif, c'est inconscient, ce n'est pas basé sur la rationalité, etc. Et donc le problème, c'est que ça donne lieu à des catastrophes, des drames, euh, des, euh, voilà, plein de déchirements. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez pu observer des relations comme ça, vous avez pu vivre des relations comme ça, mais c'est très courant, l'amour compulsif. Il est plus ou moins manifeste. Il est, il Ouais, Caroline, toi, tu as vécu ça. Bon, bah, ok. Bon, bah, voilà, c'est pas très constructif, quoi. Hein. Donc, tout ça pour dire, on peut pas se baser là-dessus, quoi. Enfin, en fait, l'amour, en tout cas, l'affection, elle doit être présente. C'est sûr que si on va pas non plus parler d'un mariage de raison où, en fait, il faut que la personne. Je suis pas en train de faire un webinaire sur le fait que bon, bah, il faut trouver un bon parti, quelqu'un qui a une bonne position sociale, etc. Non, pas du tout. Hein. Ok. Je suis en train de voir, je vais vous donner les critères pour comment faire pour voir quelqu'un avec qui vous pouvez bien vous entendre. Mais, cela dit, donc s'il faut qu'il y ait de l'affection, s'il faut qu'il y ait une tendresse importante, si l'aspect sélection sexuelle peut rentrer en compte, c'est-à-dire que bah, voilà, la personne, elle vous séduit physiquement, d'accord, elle vous
plaît physiquement. Si c'est des éléments, sont des éléments qui peuvent être entrés en ligne de compte, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Si vous arrêtez là, le problème, c'est que vous risquez de tomber dans une relation qui va pas marcher, quoi, qui va être vouée à l'échec. Ok. Donc, on va regarder maintenant sur quoi on va se baser vraiment pour que ça marche, quoi, pour que la relation, elle puisse fonctionner. Donc, on va avoir trois choses, okay, trois outils simples, trois bonnes pratiques. Okay. La première, elle est extrêmement simple. Elle se base sur la communication. Ok. Donc, extrêmement simple. Elle est basée sur ce texte qui s'appelle Le mariage, qui se trouve dans Une nouvelle optique sur la vie. Parce qu'il explique une chose importante, c'est que la communication est la base de la réussite conjugale. En fait, ce qui fait qu'une relation de couple, elle va marcher, c'est qu'il y a une bonne communication. C'est un critère. Si on communique très bien avec son partenaire ou ses partenaires, bah, ça va bien se passer. C'est vraiment la relation, elle va réussir. Donc, le critère n'est pas l'amour. Le critère de base n'est pas l'amour. Le critère de base, c'est la communication. Okay. Donc, si une bonne communication, ça va bien marcher. S'il y a une mauvaise communication, si les partenaires, enfin, si les personnes dans le couple, ils ont des secrets l'un pour l'autre, s'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se dire, ou s'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à se dire, ils n'arrivent pas à communiquer, voilà, la relation, elle, échouera. D'accord, donc, le test pour savoir si une relation de couple, elle va bien marcher, c'est ce qu'on appelle le retard de communication. Et en fait, voilà, il dit quelque chose de très simple, c'est qu'il dit les partenaires conjugaux qui ont le même retard de communication s'entendront. Alors, c'est quoi un retard de communication? Un retard de communication, c'est quand vous posez une question à quelqu'un, c'est le temps qu'il met avant de répondre à cette question. Ok? Quand vous demandez à quelqu'un comment tu te sens aujourd'hui, et vous attendez la réponse, et au moment où la personne elle vous répond, le temps qui s'écoule entre la fin de la question que vous avez posée et la réponse, c'est le retard de communication. Si la personne répond quelque chose au milieu, mais c'est à côté de la plaque, c'est-à-dire que ça ne répond pas vraiment à la question, eh ben, ça ne marche pas. C'est pas ouais, comment tu te sens aujourd'hui? Oh, ben, tu sais, la vie, c'est pas simple. Puis tu sais, d'ailleurs, c'est pas facile de savoir. Ok, la personne n'a toujours pas répondu à la question, quoi. Donc là, vous êtes en train d'observer un retard de communication. Okay. Et au moment où la personne dit, écoute, ça va pas terrible, hop, là, elle a répondu à la question. Okay, donc un retard de communication, c'est simplement le temps qui s'écoule entre vous posez une question et vous obtenez la réponse à cette question. Et si la personne, elle ne répond jamais à la question, c'est-à-dire que vous posez une question et elle vous donne elle vous baragouine une réponse qui n'est pas une réponse, qui ne répond pas à la question, puis elle s'en va, et ben le retard de communication s'étend à l'infini à partir de là. Okay, la personne n'a jamais répondu à la question. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, c'est très amusant d'observer les retards de communication des gens. Et alors, vous posez des questions aux gens et vous attendez de voir à quel moment ils répondent à la question que vous avez posée. Voilà. Donc,
Quand on lui pose une question, combien de temps met-il pour répondre? Quand une remarque lui est adressée, combien de temps met-il pour l'enregistrer et y répondre? Une réponse rapide indique un esprit rapide et en bon état, pourvu que la réponse soit pertinente. Une réponse lente indique une position basse sur l'échelle des tons. Donc ça, je vais y revenir, on va parler de l'échelle des tons, ça va être le deuxième outil. Donc voilà, donc les personnes, ce que je vous disais tout à l'heure, les partenaires conjugaux qui ont le même retard de communication s'entendront. Si l'un est rapide et l'autre lent, la situation deviendra insupportable pour le partenaire rapide et pénible pour celui qui est lent. D'accord? Donc le premier indice, il est simple, c'est est-ce qu'on a le même retard de communication? C'est-à-dire est-ce qu'on a la même rapidité d'esprit que la personne avec qui on veut se mettre en couple? Et le test, il est simple, c'est simplement vous posez une question et vous attendez de voir le temps que la personne, elle met à répondre à la question. Et ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être est-ce que tu aimes la pêche? Ou quel est ton plat préféré? Vous n'avez pas besoin de choisir une réponse. Voilà. Et vous pouvez poser plusieurs questions et observer à chaque fois le retard de communication et avoir une idée de la vivacité d'esprit de cette personne. Voilà, si c'est quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous envisagez d'être en couple, c'est un des tests. Voilà. Quel est son retard de communication? Et est-ce que vous avez un retard de communication qui est proche? Voilà. Est-ce que vous-même, vous avez à peu près le même temps, vous avez à peu près la même vivacité d'esprit? D'accord? Donc ça, c'est la première chose, premier point sur lequel baser une relation de couple, c'est la communication, et notamment le retard de communication. D'accord? Et encore une fois, pourquoi c'est très important, voilà, parce que la vie du couple, elle repose là-dessus, elle repose sur le fait de communiquer, d'échanger, de parler sur le quotidien du couple, comment ça se passe pour les enfants, comment on va faire, comment on va gérer telle situation, etc. Donc on est sans cesse en train de communiquer. La personne avec qui vous êtes en couple, c'est la personne avec laquelle vous êtes le plus étroitement lié, le plus étroitement en communication en permanence. Donc, il faut que vous soyez à peu près au même niveau, à la même vivacité d'esprit. Sinon, ça va être, comme il dit, insupportable pour celui qui est le plus rapide, parce qu'il doit tout le temps traîner l'autre. Et pour l'autre, même que lui qui est plus lent, c'est pénible aussi pour lui. S'il va pas au... Ok, Caroline dit, ce chapitre m'a ouvert les yeux, génial. Donc, effectivement, c'est clé, c'est simple, hein, mais c'est hyper important. Hein. Est-ce qu'on a, la même vivacité d'esprit, en fait, le même niveau, la même façon de communiquer? On va regarder un outil qui est un petit peu plus développé. Alors, je l'ai déjà évoqué, j'en parle souvent, mais c'est un outil tellement indispensable qu'on on y revient et on y reviendra probablement dans d'autres webinaires. Donc, c'est extrait de ce livre qui s'appelle Self-Analyse. Self-Analyse. Et en fait, c'est le tableau d'évaluation humaine. Donc, c'est quoi le tableau d'évaluation humaine? En fait, c'est un tableau qui comporte une échelle, qui est une échelle des émotions au début du tableau, et des colonnes. Et des colonnes qui vous donnent différents sujets, différents domaines. Quoi. Donc, par exemple, l'attitude envers les enfants et le comportement sexuel. Quelle est la façon d'agir envers la vérité? Quel est le niveau de courage? Quelle est la conversation? Quelle est la persistance dans une voie donnée? Quelle est la capacité à prendre des responsabilités, etc. Donc, il y a 24 colonnes. Et en fait, l'idée le tableau vient d'une observation simple qui est que chaque personne, on a une émotion dominante. C'est-à-dire qu'on a une émotion dans laquelle on est la plupart du temps. Bien entendu, on peut monter ou descendre sur cette échelle des émotions, mais on a tendance à revenir à un niveau qui est notre émotion dominante.
émotion dans laquelle on est la plupart du temps. Vous avez peut-être observé, il y a certaines personnes qui ont tendance à être un peu bougonnes, un peu, elles râlent, elles sont tout le temps un peu pas contentes contre quelque chose, etc. Et quelle que soit la saison, quelle que soit, voilà, elles sont toujours en train un peu de râler contre quelque chose, ou un petit peu, elles aiment bien bousculer les gens, avoir un avis tranché, etc. Okay. Donc, si vous pouvez penser à des personnes qui sont comme ça, l'émotion dominante, ce qu'on appelle le niveau de ton, donc l'émotion dominante, c'est antagonisme. D'accord. Elles rentrent dedans, quoi. Elles sont tout le temps un peu, voilà. Ou vous connaissez peut-être des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, en train de vous annoncer la dernière catastrophe qu'elles ont entendue au journal de 20 heures. Oh là là, il y a encore ce truc-là, etc. Okay. Donc elles sont toujours en train de se plaindre, en train de dire que les choses vont pas, etc. Et c'est pareil, quelle que soit la saison, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, etc. Elles sont toujours en train de se plaindre. Et donc ça, ce serait l'émotion dominante serait ressentiment. Bon. Il y a toute une gamme d'émotions, il y en a plusieurs, et le tableau d'évaluation permet deux choses. Il permet, de vous situer sur cette échelle des émotions, c'est-à-dire de voir où est-ce que vous vous trouvez sur l'échelle, et il permet aussi, il vous aide, c'est écrit au début du tableau, il dit vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour embaucher des gens ou choisir un partenaire. Il vous indique avec précision à quoi vous attendre et vous fournit la possibilité de prédire comment les gens se comporteront sans les avoir beaucoup fréquentés. De plus, il vous donnera une idée de ce qui peut vous arriver dans certains milieux ou avec certaines personnes. Ils peuvent soit vous faire dégringoler l'échelle, soit vous propulser vers le haut. Donc, le tableau vous permet de prédire le comportement des gens. Et donc, en observant des choses chez la personne, donc là, on reprend notre situation de couple. Quelqu'un qui nous plaît, on est attiré par cette personne. Donc, on se demande si on pourrait former un couple avec lui. Bon, eh bien, on peut observer certaines choses chez la personne. Quelle est sa façon d'agir avec les enfants? Quand il y a un enfant à proximité, comment elle réagit? Est-ce qu'elle elle a tendance à être... Alors, je vais prendre plusieurs cas de figure. Est-ce qu'elle elle a un vif intérêt pour les enfants, un amour des enfants? Ou est-ce qu'elle a tendance à réprimander les enfants? Ou est-ce elle est anxieuse? Elle manifeste de l'anxiété par rapport aux enfants? Voilà, ça vous donne un indice de la position de la personne sur l'échelle. De quoi elle vous parle? Est-ce qu'elle a tendance à parler, échanger volontiers des idées? Est-ce qu'elle peut accepter des idées d'autres personnes? Est-ce qu'elle a tendance à avoir une conversation un peu banale, insignifiante? Est-ce qu'elle écoute que les sujets ordinaires? Est-ce qu'elle parle de façon menaçante, etc. Donc ça vous donne un autre indice de la position de la personne sur l'échelle des émotions. Et donc le tableau vous dit, voilà, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est proche, qui se situe proche de votre niveau émotionnel? La différence, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est trop bas sur l'échelle des émotions, hein, si vous avez quelqu'un qui est plutôt antagoniste, et puis il se met en couple avec quelqu'un qui est plutôt dans l'émotion de chagrin, tout le temps un peu attristé, bon, bah, ça risque de mal se passer, ça va être un peu l'horreur. Parce que celui qui est antagoniste, qui est toujours un petit peu à être assez attaquant, etc., il va avoir l'impression qu'il est tout le temps en train de tirer la personne qui est dans le niveau émotionnel du chagrin. Voilà, il va être toujours en train de la traîner. Et l'autre personne qui est dans le niveau de chagrin, eh ben, elle va avoir la tendance à avoir du mal à suivre l'autre. Donc ça va être pénible pour elle. D'accord. Donc à nouveau, on va se trouver entre le fait que ça va être insupportable pour l'un et pénible pour l'autre. Okay. Donc, même si la personne, même si la fille ou le garçon est joli, même si
sur l'aspect purement sexuel, par exemple, ça pourrait coller. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que dans une relation sur le long terme, bah, il y a d'autres choses qui se passent, quoi. Et donc, vous devez communiquer, vous devez, voilà, vous devez, si vous choisissez d'avoir des enfants, bah, vous devez élever ensemble des enfants. Et donc, il faut être d'accord sur comment on va élever les enfants. Il faut être d'accord sur comment on voit les choses, euh, quelles limites on pose, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle direction on va, qu'est-ce qui est important, etc., quoi. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et dans ce cas-là, donc, un, le retard de communication, deux, quel est le niveau de la personne sur l'échelle des émotions, ça va vous donner des indices du fait que, oui, la relation, oui, on est fait l'un pour l'autre, ou non, on n'est pas fait l'un pour l'autre. D'accord? En dehors du critère juste amoureux, qui est, qui est instable, qui est changeant, qui est trompeur, et voilà, en dehors de cet aspect-là, en dehors du fait de l'aspect purement physique, de il me plaît ou elle me plaît physiquement. OK? Donc, on va voir le dernier outil. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, bah, vous n'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire. Et d'ailleurs, avant de passer au dernier point, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde pendant ces webinaires, vous me dites. Voilà, on pourra regarder pour faire un webinaire qui sera consacré à un sujet que vous aimeriez voir abordé. Voilà, donc, je reviens à la présentation. Donc, retard de communication, le tableau d'évaluation humaine. On va avoir un troisième outil qui est ce qu'on appelle la scène idéale. Okay, le fait de rédiger, d'écrire la scène idéale. Alors, c'est quoi une scène idéale? Une scène idéale, c'est si vous prenez un moment pour rêver à c'est quoi la relation de couple idéale, ce que vous aimeriez vraiment, ce qui est important pour vous, comment elle doit fonctionner, et bien, voilà, si vous pouviez dire ce que vous voulez vraiment votre rêve, ben c'est ça la scène idéale. Et une chose toute simple que vous pouvez faire quand vous êtes en train de vous demander si ça peut coller avec quelqu'un, c'est de rédiger votre scène idéale, c'est-à-dire de voir comment vous voyez le couple, comment vous voulez qu'il fonctionne, s'il y a un conflit ou une dispute dans le couple, comment on le résout. Voilà, comment on fonctionne, etc. Combien d'enfants, comment on s'occupe des enfants, etc. Et vous rédigez ça. C'est idéal. Alors, vous pouvez le faire de la manière la plus ou moins détaillée. En tout cas, il faut que les choses importantes, les éléments importants, les choses qui sont pour vous clés, essentielles, y soient. Donc, voilà, je vous dis, les enfants, l'avenir, enfin, voilà, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment vous voyez les choses, comment vous voyez l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, voilà, tout, quoi, enfin, tout, en tout cas, tout ce qui a trait avec la relation de couple, quoi. Et donc, vous rédigez ça, vous l'écrivez. Et vous faites écrire à l'autre, la personne avec qui vous dites, peut-être ça pourrait coller, ou vous dites, tiens, voilà, je m'entends bien avec cette personne-là, on pourra peut-être envisager un couple. Et vous lui faites rédiger la scène idéale. Sa scène idéale. Et vous les échangez. D'accord? Vous lisez, vous lui faites lire comment vous voyez les choses, et vous lisez comment lui y voit le couple. Et c'est là où vous pouvez voir si ça colle, si ça correspond, ou si vous partez dans deux directions complètement opposées, quoi. Voilà. Ou si il y a des choses proches, puis il y a des choses un peu différentes, mais après on peut faire évoluer cette scène idéale. Elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est pas parce qu'on a décidé que c'était comme ça une fois. Voilà, on peut la faire évoluer. Mais ça permet de voir sur quelle base on part, quoi. Comment vous voyez les choses, en fait? Comment vous voyez la vie de couple? Comment vous pensez
quand il y a une dispute, comment on résout la dispute. C'est important de se mettre d'accord sur ça, par exemple. Donc voilà, c'est important de trouver un point sur lequel on sait qu'on peut résoudre les conflits. Ou les enfants, quoi. Comment on voit les choses. Ou l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Si il y en a un qui est très carriériste et qui dit, bah voilà, moi je mets à fond ça, et puis l'autre qui ne l'est pas, ça ne va pas fonctionner. Si deux personnes sont très... ou alors, ils sont d'accord sur le fait que bah, il y en a un qui soutient l'autre dans sa carrière, quoi. Voilà. Enfin bref, on peut trouver des équilibres, des points d'équilibre, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, l'intérêt d'écrire la scène idéale, c'est vraiment, vous pouvez voir comment vous voyez les choses, quoi. Qu'est-ce que l'autre a dans sa tête. Donc on peut l'écrire, on peut aussi en parler, hein. On peut aussi prendre un café avec la personne. Moi, c'est une des choses que je trouve plus intéressante. Il y a tout un marché, il y a tout un business autour de la séduction. Il y a des sites il y a des formations, il y a des coachs en séduction, etc. Fondamentalement, il y a quelque chose de problématique là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'on est séduit par quelqu'un que ça a forcément marché, la relation de couple, elle va forcément marcher. Moi, je trouverais plus intéressant, en tout cas, il faut que ça soit bien fait, que au lieu de chercher à séduire, d'abord, il faut voir si on s'entend bien avec quelqu'un, et surtout de savoir, mais ok, mais comment tu vois la vie? Comment tu, comment tu vois ta vie dans 20 ans, même dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu vois les enfants? Comment tu vois voilà, la famille? Euh, comment tu vois les choses, quoi? Et ça donnerait des discussions plus intéressantes que d'essayer de séduire un petit peu comme je sais pas, comme un produit marketing, où on se dit, ouais, je vais essayer d'attirer la personne, l'accrocher et tout. Voilà. En tout cas, bon, c'est peut-être une vision personnelle, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que échanger, savoir vraiment comment la personne voit la vie, ce qui est important pour elle, etc., avec le retard de communication et l'échelle des émotions, peut vous donner vraiment une base pour savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre et si la relation, elle peut vraiment durer sur le long terme et éviter que on se retrouve au bout de quelques années avec un divorce, quelques mois parfois. Parfois, on se marie et puis quelques mois après, c'est arrivé. Enfin, j'ai vu ça. Le couple divorce. Donc voilà, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc voilà. Et ben, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai été un peu plus long que ce que je pensais. Mais voilà, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me dites. Vous pouvez mettre un commentaire. Si vous souhaitez avoir le programme des webinaires et que vous ne le recevez pas déjà, vous pouvez envoyer un message privé pour si vous êtes sur Instagram, sur le profil. Sur Facebook, c'est pareil, vous envoyez un message privé pour dire voilà, je souhaite avoir le programme des webinaires et vous mettez votre adresse email. Comme ça, on peut vous mettre dans la liste. Bon, bah super. Caroline me dit que c'est clair pour elle. Donc, parfait. Génial. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce webinaire, de traiter ce sujet avec vous. Et ben, je vous dis à mardi prochain. Alors, mardi prochain, je reprends mon agenda. Alors, comme j'ai fait tout le programme du mois, il faut que je me remette en tête le sujet du mardi prochain. Donc, mardi
prochain, on va voir comment repérer une personne toxique et s'en libérer. Donc voilà, c'est le sujet. On va voir vraiment sur l'aspect de la personne toxique, comment pouvoir voir qu'on fait face à une personne toxique et s'en libérer. Donc voilà, et en attendant, demain soir à 19h30, on a un webinaire sur comment atteindre son plein potentiel. Et samedi, ce sera 3 clés pour parvenir à la confiance en soi. OK. Bon, bah super, très bien. Pour Caroline, je vois que tu as le programme, donc ça, c'est top. Et je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye.